Bonjour. Si je vous dis cheveux bruns, cheveux marrons, cheveux blonds, cheveux roux, cheveux crépus, cheveux frisés, cheveux ondulés, cheveux crôlés, cheveux lisses, ça vous dit quelque chose? Évidemment que oui, il s'agit de cheveux. Et moi, là, j'ai des cheveux crépus. En observant l'homme, j'ai remarqué que dans toute la population du monde, il n'y a que les Africains noirs de l'Afrique subsaharienne qui ont des cheveux crépus. Alors j'ai été curieuse de faire quelques recherches, chercher à savoir pourquoi les Noirs sont les seuls à avoir des cheveux crépus alors que les autres ont des cheveux lisses, ondulés, crôlés et ainsi de suite. Et je suis tombée sur une réponse, rien qu'en faisant quelques recherches sur Internet, qui m'a totalement bouleversée. Et cette réponse me disait, toutes les populations du monde, à l'exception de la population de l'Afrique subsaharienne, la population noire de l'Afrique subsaharienne, elle est la seule à ne pas être métissée parce que les autres sont métissés. Alors je me suis posé la question de savoir de quel métissage il s'agit. Je pensais peut-être comme on le sait tous, le métissage entre blancs, noirs, entre les gens, les Asiatiques et les Noirs d'Afrique, tout ça, non. Il s'agissait plutôt d'un autre métissage entre deux espèces, l'Homo sapiens et le Néandertal. Et ça m'a ouvert une grande porte vers une très grande aventure. Et c'est le sujet que je voudrais partager avec vous ce soir. C'est assez sérieux comme sujet. Je ne voulais vraiment pas le faire, mais j'ai eu la pression. C'est depuis plus d'une année que je travaille là-dessus, que j'ai même eu une recommandation de le faire. J'ai négligé, mais là, je suis obligée de vous en parler. Beaucoup de gens sont au courant de cela, mais il faut que je vous en parle. Bonjour, je m'appelle Yvonne Banza. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Au fait, au départ, mon problème n'était pas d'observer les cheveux. Depuis mon jeune âge, venant de l'Afrique, bien sûr, j'ai toujours été dérangée par ce paradoxe de voir l'Afrique, un continent grand, plein de ressources, mais qui est qualifié de continent pauvre. Dernièrement encore, on a suivi, il y avait cette conférence en France avec les quelques pays africains et le président de la France. Et à chaque fois que j'ai entendu les pays pauvres, nous devons aider les pays pauvres d'Afrique, ça m'a encore secoué. Et pendant longtemps, pendant mon jeune âge, je me contentais de dire, vous savez, pour défendre un peu mon continent, vous savez, je disais, vous voyez, l'Afrique a été longtemps, pendant 400 ans, dépouillée de ses hommes forts. Et comment voulez-vous qu'un continent qui a subi 4 siècles de confinement qui puisse être développé maintenant? Nous avons l'exemple ici avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre dans le monde maintenant. Nous avons vu, rien que quelques mois de confinement, les économies pratiquement de beaucoup de pays sont par terre. Quelques mois de confinement. Et imaginez-vous, l'Afrique a été confinée pendant 4 siècles. Qu'est-ce que ça ne pouvait pas avoir comme conséquence après? Le continent n'a pas pu se développer. Mais après, à un moment donné, je suis devenue tout juste, à force de chercher à trouver des réponses, je me suis retrouvée à devenir panafricaniste parce que je voulais savoir pourquoi l'Afrique est pauvre. Les informations, il n'y a pas assez d'informations à propos de l'Afrique. Au côté histoire, on est un peu limité, quoique il y a quand même un peu. J'ai essayé de chercher, quand je dis que je suis devenue africaniste, c'est parce que je suis allée chercher à lire, à comprendre, à découvrir un peu qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'Afrique. Et j'ai beaucoup lu l'auteur, le professeur Cheikh Anta Diop, qui défendait un peu l'honneur des Africains quand il a défendu sa thèse selon laquelle l'Égypte antique était noire, l'Égypte pharaonique était noire. Et c'est de là qu'est venu beaucoup de savoir, l'intelligence. Les gens sont allés se former en Égypte. L'Égypte était une grande puissance et en ce moment, c'était une Égypte noire. Pythagore, le mathématicien, s'est formé en Égypte. Hippocrate, les grands philosophes Thalès, ils se sont formés en Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte. On connaît aussi l'histoire de Galilée. Galilée a été formé à Tombouctou. Mais tout ça, on n'en parle pas beaucoup.
Et j'ai écouté Théophile Obenga, qui est aussi disciple de Cheikh Anta Diop. J'ai beaucoup écouté Kalala Omutunde, Kémy Séba, tous ces africanistes qui se battent pour défendre notre continent. Et ça m'a beaucoup apporté, mais ma frustration est restée là. Alors je me suis dit, je vais encore chercher plus. Alors comme j'ai eu la grâce de voyager un peu partout dans le monde, bon, partout, ça c'est trop dire, j'ai voyagé un peu dans le monde, je me suis mise à observer les gens autour de moi. Et surtout que maintenant, ça fait presque 7 ans, un peu plus que je vis au Moyen-Orient. Et le pays dans lequel je vis, il y a un mélange de populations pas possible, les gens de partout. Et en observant, je me suis rendu compte que le noir partout, il est pauvre. Que tu as aux États-Unis, le noir est pauvre. Que tu as en Inde, le noir est pauvre. Et maintenant, mon champ de recherche s'est un peu changé. Quand j'observais les noirs, je me suis rendu compte qu'on n'est pas tous les mêmes. Les noirs en Inde, il y a des noirs plus foncés que nous, mais qui ont des cheveux lisses, frisés. Je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est là que mon interrogation est arrivée, cette observation. Pourquoi les autres noirs n'ont pas des cheveux crépus, comme les miens là, mais ils ont des cheveux lisses? Et c'est maintenant que j'ai commencé à faire ces recherches, je suis tombée sur cette réponse de Néandertal et de l'Homo sapiens. Alors j'ai commencé à faire des recherches, je suis rentrée un peu à l'origine, j'ai commencé à revoir un peu les connaissances que j'avais sur la théorie de l'évolution, parce que tout le monde sait qu'on nous parle un peu de la préhistoire, de l'origine de l'homme, la science qui est là, c'est la théorie qui se défend très bien, c'est la théorie de l'évolution. Moi, étant chrétienne, j'ai toujours soutenu bec et ongle la théorie de la création. Alors je me suis dit non, on ne peut pas critiquer quelque chose sans pour autant aller un peu à profondeur. Alors j'ai pris le temps d'étudier encore cette théorie de l'évolution que dit Charles Darwin, que dit Lamarck, que dit Wallace. Je ne vais pas parler de tout ça ici parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Et j'ai regardé aussi du côté de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique parle un peu de l'origine de l'homme? Comment est-ce que le monde a été peuplé? Voilà, c'est ça la grande question. Comment le monde s'est peuplé? D'où viennent toutes ces populations mondiales aussi différentes? Quand on regarde le phénotype de l'homme, on est différent. Je ne suis pas raciste, mais c'est là, c'est comme ça. Alors j'ai voulu savoir d'où viennent ces différences, comment le monde s'est peuplé. Je suis allée chercher du côté de l'Afrique. Quoique Cheikh Anta Diop, lui, dans ses recherches, à un moment donné, il a parlé aussi de l'immigration de l'homme noir qui a quitté l'Afrique pour immigrer vers le nord. Et lui, dans ses recherches, il a parlé un peu de recherches qu'il a fait sur la race blanche. Il a dit que, bon, pour lui, avec l'expérience de carbone 14, il est arrivé à la conclusion que la race blanche est venue du fait de l'influence du climat, de conditions climatiques à cause du froid. Que le froid a une influence sur la pigmentation de la peau, la mélanine ne sait pas s'opposer avec le temps. La mélanine disparaît un peu dans le corps, sur la peau de l'humain. Bon, ça, à l'époque, la réponse était très satisfaisante. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué avec l'apparition de la recherche sur l'ADN? Même les gens de la théorie de l'évolution qui autrefois défendaient que l'homme descendait du singe, après avoir fait la séquence des génomes de l'homme de Néandertal qu'ils ont découvert, ils se sont rendus compte qu'ils se sont un peu remis en question. On ne parle plus tellement de l'homme qui descend du singe, mais on te dit que tout s'y vient d'un seul tronc de l'arbre philologique. Philologique, ils disent, je ne connais pas très bien, que tous y descendent du même tronc, mais sauf qu'ils se sont séparés il y a des millions d'années. L'Australopithèque a évolué vers l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui, l'Homo sapiens. Mais avant ça, il y a des différentes étapes. Bon, ce n'est pas linéaire. Hein? À un moment donné, quand on parle du Néandertal, par exemple, lui n'a évolué qu'en Europe. Il est venu de l'Afrique il y a des milliers, pas lui tel qu'il s'est présenté, mais ses ancêtres sont arrivés en Europe il y a des millions d'années. Mais là, l'espèce Néandertal s'est reproduit plutôt en Europe. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a de cela presque 40 000 ans, l'Homo sapiens, l'homme moderne qui peuple le monde aujourd'hui, a quitté l'Afrique. Lui, il existe depuis presque près de 200 000 ans, a quitté l'Afrique vers les années, il y a de cela 40 000 ans, il est allé vers le Moyen-Orient, l'Europe,
et il a croisé l'homme du Néandertal. Il y a eu croisement entre les Néandertals et l'Homo sapiens. Et ce croisement n'est pas resté sans conséquence. Il y a eu une hybridation qui s'est faite. Et parmi les conséquences de cela, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que déjà, ils se sont croisés il y a de cela 40 000 ans, et puis ils ont vécu ensemble pendant une dizaine de milliers d'années, et puis après, tout d'un coup, l'homme du Néandertal a disparu. Il y a eu extinction du Néandertal, et l'Homo sapiens est resté seul. Mais comme il y a eu hybridation entre eux, avec les temps, après des milliers d'années, maintenant, il y a de cela quoi, 30 000 ans, que le Néandertal a disparu, l'homme moderne qu'on retrouve un peu partout maintenant, c'est ces recherches qui ont, à partir de l'ADN, il y a un professeur allemand qui s'appelle, en 2010, et puis en 2016 aussi, ils ont découvert un professeur allemand, Pabo, et un autre professeur de l'université d'Harvard aux États-Unis. Ils ont découvert quand ils ont fait l'analyse du génome du Néandertal, et l'analyse, comme on parle de séquence de notre génome, à nous, de l'Homo sapiens, ils ont pris un peu un échantillon de toute la population mondiale, et dans leurs analyses, ils se sont rendus compte que le monde entier, en fait, les gens de l'Eurasie, qu'est-ce qu'on dit, Eurasie, c'est-à-dire que les Blancs, les Chinois, tous les autres, à part les Africains de l'Afrique subsaharienne, qui ont des cheveux crépus, eux, ils n'ont pas le Néandertal, le taux de Néandertal en eux, des gènes de Néandertal en eux. Mais le reste, tout le reste de la population mondiale, à partir de l'ADN, à partir de l'analyse du génome humain, du Néandertal et de l'humain, ils ont découvert qu'il y en a qui ont 1%, 2%, 3%, 4% du Néandertal en eux. Et à part le Néandertal, il y a une autre espèce qu'on appelle Denisovas qui lui a plus évolué dans l'Afrique et de l'Asie, Asie de l'Est, en Australie. Et là, ils retrouvent le gène de... Chez eux, on retrouve le gène de Denisovas. Et ça m'a surpris. Et c'est là comme conséquence sur je disais, ce croisement entre l'homme du Néandertal et l'Homo sapiens que nous sommes chez les gens de l'Euro-Asie a eu des conséquences sur le phénotype de l'homme. Ils ont dit ça a influencé la couleur de la peau, la mélanine ne s'est pas supposée, ça a influencé certains gènes de l'immunité contre certaines maladies, et puis ainsi de suite. Il y a eu d'autres conséquences. Alors je me suis dit, waouh, pour moi, c'est vrai que le climat peut influencer aussi, mais pas beaucoup. C'est plus les mutations, parce que comme il y a eu croisement entre deux espèces, il y a eu échange des gènes, échange d'ADN, il y a eu mutation au niveau de l'ADN, ce qui a fait que d'autres races sont nées. Je ne suis pas raciste, c'est juste qu'on analyse, parce que le problème est que là, je parle plus et je m'adresse plus à nos jeunes Africains qui doivent connaître ces choses. On doit le savoir, parce que l'ignorance fait que beaucoup de gens nous imposent, même toutes ces recherches. Ce n'est pas fait en Afrique, c'est fait ailleurs. Donc nous, on subit, on apprend tout, mais bon, n'empêche, comme il y a Internet qui est à disposition de tout le monde, il y a des livres. Moi, j'ai acheté des livres. J'ai un livre sur le Néandertal, j'ai un livre sur l'ADN. Je me suis équipée juste pour que je m'informe, parce que j'ai envie de savoir. Je suis économiste de formation. J'aurais aimé peut-être parler de DTS ou de la monnaie, parce que ma spécialité, c'était la monnaie. Mais là, c'est un sujet du jour, c'est à la une. Il faut qu'on s'informe, qu'on sache un peu. Et voilà qu'on a découvert que ce croisement a fait naître un autre phénotype, un autre type d'homme. On est tous Néandertal, on est tous Homo sapiens, mais avec des phénotypes différents. C'est ça. Et le Néandertal a disparu, l'Homo sapiens a évolué comme ça. Et voilà ce que nous dit la théorie de l'évolution, un peu en résumé. En Afrique aussi, j'ai découvert quelque chose, mais si j'en parle maintenant, ça va peut-être me prendre beaucoup de temps. Et il y a mon beau-père, lui, il est anthropologue, il est professeur d'université, anthropologue, bon, il est maintenant à la retraite. En faisant ses recherches, autrefois il nous racontait une histoire, mais on ne faisait jamais attention à son histoire. Mais après, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Afrique était au courant de cette histoire de mélange. Mais je ne veux pas vous en parler aujourd'hui, ça va me prendre du temps, mais je vais juste vous dire le titre de son... En fait, sa conclusion, il a juste dit que
Le monde est peuplé de Bantu, je dis dans ma langue maternelle du Kassai, de Waluba, on dit Bantu ne Bintuntu. Le Bantu, ça veut dire Bantu, l'humain. Muntu, ça veut dire l'humain, l'homo sapiens, l'homme moderne. Donc, sa conclusion, le monde est peuplé de Bantu et de Bintuntu. Donc, Bintuntu, ça veut dire en quelque sorte un peu l'hybride, un mélange. Ce n'est pas péché de dire ça, c'est une vérité, mais qui est là, qui est une réalité. Mais j'entrerai dans l'histoire, dans les détails, peut-être une autre fois si j'ai l'occasion de faire une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, je vais juste faire un peu une comparaison entre la théorie de l'évolution et ce que la Bible me dit. Et maintenant, on va un peu parler de ce que dit la théorie de la création. J'aimerais qu'on écoute un peu ce petit cantique, que je sens que je souffle un peu. Ce cantique dit tout simplement que le monde amené